Ce soir, le rapporteur spécial persiste et signe. Pas question de se plier à la motion du Parlement qui exige son départ. Nos journalistes reviennent sur les moments marquants de la semaine à Ottawa. Violence dans les initiations sportives au hockey junior. Une réforme de la Ligue de hockey junior majeur est réclamée. La ministre des Sports du Québec, Isabelle Charret, est avec nous. Et manquements graves à répétition dans la protection de l'enfance au Nunavut. La vérificatrice générale du Canada nous présente les conclusions de son nouveau rapport Choc. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au lendemain de la motion adoptée par tous les partis de l'opposition demandant son départ, le rapporteur spécial David Johnston persiste et signe. Pas question pour lui de mettre fin à son mandat. Pendant ce temps, aux communes, l'opposition fulmine. Les conservateurs reprochent au rapporteur spécial d'être fidèle au premier ministre Justin Trudeau et non pas aux Canadiens en refusant de déclencher une enquête publique. Monsieur le Président, le rapporteur spécial l'a admis lui-même hier. Il a reçu son mandat du premier ministre et il n'en a rien à cirer du vote de la Chambre des communes. Je cite le Journal de Montréal. Il est clair que M. Johnston est devenu le conseiller de Justin Trudeau. Sa compréhension de son rôle est de protéger son patron, le premier ministre, quitte à sacrifier sa carrière et la réputation qui va avec. C'est Yasmine Abdel-Fadel dans sa chronique d'aujourd'hui qui s'intitule « Le nouvel ennemi de la démocratie, c'est David Johnston ». C'est pas les conservateurs qui le disent, Monsieur le Président. Quand le premier ministre va-t-il enfin mettre fin au supplice de l'ancien gouverneur général en arrêtant cette mascarade et en déclenchant une enquête publique indépendante? Monsieur le Président. Honorable ministre des Sports. Mon collègue a expliqué tantôt toute la carrière qui démontre à quel point David Johnston est toujours dévoué au Canada, aux Canadiens, à bien servir le public. Maintenant, j'en appelle à mes collègues, que ce soit les collègues conservateurs ou les collègues du Bloc, à faire en sorte qu'on respecte et on protège le renseignement canadien, qu'on respecte et qu'on protège ceux qui travaillent à récolter ce renseignement-là, que les chefs de parti aillent chercher leur code secret, qu'ils reçoivent les briefages et qu'on arrête de parler autour des opinions, mais qu'on travaille sur des faits et trouver des solutions qui vont être constructives pour notre démocratie et nos institutions, Monsieur le Président. Et pour discuter de ce qui défraie la manchette cette semaine à Ottawa, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance de La Presse, Catherine Lévesque du National Post et de façon virtuelle Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, le rapporteur spécial, M. Johnston, persiste et signe. Pas question de terminer, de partir, de mettre fin à son mandat. Joël Denis, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de David Johnston? Un peu étonnante, parce que David Johnston, comme ancien gouverneur général, connaît bien les règles constitutionnelles. C'est un ancien professeur de droit, un expert constitutionnel, et il se frotte à la volonté de la Chambre des communes. La majorité des députés ont voté pour demander qu'il quitte ses fonctions. Il répond « Mon mandat ne relève pas de vous, mais du gouvernement ». Donc, je crois qu'à la longue, ça peut créer une mini-crise constitutionnelle. Il y a une crise de légitimité déjà, et on verra là-dessus des choses, mais il est clair que les partis de l'opposition ne vont pas lâcher le morceau, réclamer son départ. Ça a été fait encore aujourd'hui, et donc ça rend l'exercice qu'il veut mener à terme, c'est-à-dire des audiences publiques sur l'ingérence étrangère, encore plus périlleux et mettre en doute la crédibilité de tout l'exercice. Catherine, est-ce que vous pensez que David Johnston va pouvoir résister encore longtemps à la pression? Ben, moi, je crois que oui. C'est sûr que ce ne sera pas facile, hein, comme disait Joël Denis. C'est sûr que, bon, tout le monde va un peu remettre en question sa crédibilité. Mais moi, je suis plutôt d'avis que, bon, c'était pas très étonnant, là, finalement, que M. Johnston décide de rester. Après tout, il avait signé un texte dans le Globe and Mail en fin de semaine où il disait, ben moi, j'ai l'intention de rester, quoi qu'on en dise. Et puis, justement, sa réponse a été, est survenue très rapidement, là, hier, après le vote aux communes. Oui. Il a l'intention de rester. Pour lui, c'est son devoir. C'est comme ça qu'il le voit. Il s'est engagé à faire quelque chose et puis il va y aller jusqu'au bout. Alors, non, vraiment pas très étonné par cette décision-là, mais j'ai l'impression que même aujourd'hui, aux communes, on en parlait, mais on en parlait un peu moins, là, finalement. On était...
oui, choqués, mais là, on voit vraiment que les options des partis d'opposition disparaissent un peu maintenant que M. Johnston a dit non, finalement, à leur volonté. Oui. Yves, cette motion pour réclamer son départ, évidemment, c'est à origine du NPD, mais Jack Meeting a été clair. Il n'est pas question de faire tomber le gouvernement et de briser l'entente avec les libéraux, même si David Johnston reste en poste. On peut se demander qu'est-ce que ça va prendre finalement pour que le NPD brise son entente avec le gouvernement? Ça va lui prendre du temps, essentiellement, parce que je vois trois raisons, essentiellement. C'est-à-dire, il veut d'abord régler le dossier des soins dentaires, parce qu'il veut que ça soit sa carte de visite pour la prochaine campagne électorale. Aussi, quand on regarde les sondages, quel intérêt a le NPD à vouloir aller en élection? Aucun. Et troisièmement, je dirais que les coffres sont loin d'être pleins au NPD. Le parti, il faut le dire, n'a pas les moyens d'aller en campagne électorale actuellement. Alors, il a besoin de temps pour tout ça. Et il a marqué son point en proposant la motion, mais ça ira pas plus loin que ça du côté du NPD pour le moment. Catherine, je veux revenir sur le fait que vous disiez il y a un instant que le sujet semble s'essouffler, mais quand même, ce sujet de l'ingérence étrangère, ça domine aux communes depuis le mois de février. Est-ce que vous pensez finalement qu'on va finir par passer à autre chose? Je pense qu'il y avait une volonté qui était exprimée, tant du côté des libéraux que même du Bloc québécois, à l'effet que justement on devrait parler d'autres choses. Il y a bien d'autres sujets sur la table à l'heure actuelle, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va toujours être un peu en arrière-fond tant qu'on n'aura pas les réponses. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Bon, John Meeting va voir finalement l'intelligence, finalement, les documents secrets sur lesquels David Johnston s'est appuyé pour faire son rapport. Peut-être que le Bloc québécois, les conservateurs, peut-être qu'ils vont changer d'idée, qu'ils vont décider de consulter ces documents-là également. Il va ensuite y avoir les consultations publiques cet été. Donc, j'ai vraiment l'impression que écoutez, le travail va se faire. M. Johnston va présenter son autre rapport à l'automne. Puis, je peux déjà vous prédire qu'il y aura des gens pas contents. Mais le processus, d'après moi, va se poursuivre quand même. Rapidement, Esther, là-dessus, je peux ajouter un petit son de cloche. La semaine prochaine, M. Johnston est attendu devant un comité parlementaire. Donc, il va y avoir des étincelles encore. Le 6 juin. Oui, c'est mardi prochain devant le comité de la procédure. Donc, je ne crois pas que M. Johnston, on va l'attendre avec un café Tim Hortons et des bains. Bien le contraire. Je pense que ce sera plutôt une brique et un fanal. Donc, il doit se préparer en fonction de ce témoignage. Et durant ce témoignage, il doit expliquer le fond de son rapport, son premier rapport, dans lequel il recommande justement de ne pas tenir d'enquête publique. Donc, il risque de passer un mauvais quart d'heure et ça risque encore une fois de provoquer de fortes étincelles la semaine prochaine. Mais est-ce que ça résonne vraiment dans le public, ce dossier de l'ingérence chinoise? Ça, c'est la question à 1000 $. Pour le moment, probablement que non, parce que là, on arrive après de la saison des barbecues, les gens rouvrent leur piscine, il fait chaud dehors. Je pense pas qu'on parle d'ingérence étrangère, on parle plutôt de l'ingérence de la météo dans notre quotidien, plutôt que l'ingérence chinoise. Mais il reste que ce dossier-là, je pense, va dominer quand même les débats politiques pour les prochains mois, à tout le moins jusqu'au mois d'octobre, quand M. Johnston doit soumettre son autre rapport. Et je suis persuadé que les partis de l'opposition vont continuer à marteler qu'il faut une enquête publique, et ça pourrait se durer jusqu'à la prochaine campagne électorale et être un des enjeux dominants de la prochaine campagne électorale. En fait, mon pari, c'est que ça va être un enjeu dominant. Yves, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le temps est venu de passer à autre chose à la Chambre des communes, où la page ne sera pas tournée tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'enquête publique, finalement? Je pense pas que ce soit l'enjeu, l'enquête publique pour l'instant. Et la page, elle sera pas tournée rapidement. Parce que je pense que le gouvernement Trudeau fait le calcul suivant. Oui, on va se faire harceler jusqu'à la fin des travaux parlementaires, c'est-à-dire jusqu'autour du 22-23 juin. Et là, il y a la pause estivale. Pause estivale au cours de laquelle les gens vont passer à autre chose et souhaiter que l'histoire meure de sa belle mort, ce qui ne sera pas le cas parce que M. Johnston sera toujours en poste, mais que l'histoire devienne plus ou moins obsolète au mois de septembre. C'est sans doute le calcul et le souhait du gouvernement Trudeau, mais le temps nous démontrera si ce calcul est bon ou non.
Ouais. Catherine, justement, on est dans le dernier droit législatif. Qu'est-ce que les libéraux doivent accomplir d'ici les vacances estivales pour dire mission accomplie? Parce qu'il y a quand même des projets de loi qui sont débattus, là. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, on est vraiment dans une période charnière, parce que il y a une longue liste de projets de loi. Certains projets de loi qui sont, qui ont été déposés plusieurs fois, qu'on essaie de faire passer depuis des années. Et puis, donc, je vous dirais que pour que, justement, les libéraux soient contents, je crois, d'ici la fin de la session, bien, il y a le projet de loi du budget, nécessairement, ça bloque en comité, ça fait, là, ça commence à avancer, mais il faut vraiment que ça passe. Il y a le rabais sur l'épicerie, entre autres, les soins dentaires également qui sont dans ce projet de loi-là, donc il faut absolument que ça passe. Sinon, au Sénat, 3 projets de loi que je vous mentionnerai qui sont qui sont cruciaux. C-18, l'aide aux médias, ça aussi, c'est assez controversé avec les Google, les Facebook de ce monde. C-13, les langues officielles, ça aussi, ça fait des années qu'on l'attend. Et C-21 sur les armes à feu, là, donc justement, le temps presse. Il reste environ 3 semaines, mais il y a beaucoup d'autres projets de loi aussi que les libéraux voudraient passer. Oui. Il nous reste 30 secondes. Joël Denis, je veux vous entendre sur les rumeurs de prorogation de la Chambre, des discours du Scone en septembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, j'allais aborder ce sujet-là avec vous. Je pense que c'est fondé. On peut s'attendre. Ça va faire 2 ans. Je pense que les élections ont eu lieu cet automne. Donc, il est temps de peut-être d'appuyer sur le bouton reset, réinitialiser le tout et probablement aussi à ne pas exclure un remaniement ministériel. Donc, beaucoup de dossiers qui pourraient peut-être faire en sorte qu'on change le discours qui porte sur l'ingérence étrangère et qu'on porte plus attention aux décisions quotidiennes prises par le gouvernement. Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci. 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 Au revoir. Au Québec, le scandale des violences lors des initiations dans le milieu du hockey junior révélé au mois de février dernier a refait surface dans l'actualité cette semaine. En fait, la commission parlementaire qui s'est penchée sur ce problème a remis son rapport mardi. Le gouvernement Legault s'attend donc à partir de maintenant à des changements au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'en discute avec la ministre responsable du sport au Québec, Isabelle Charret. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Mme Bégin. À la suite du dépôt du rapport de cette commission parlementaire qui s'est penchée donc sur ce problème-là, vous avez qualifié de votre côté la gouvernance de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de sclérosée. Pourquoi au juste? En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est une gouvernance qui est quand même très homogène. Puis peut-être que le terme était fort, mais ce que je voulais dire, c'est que chaque personne qui siège sur cette gouvernance-là a à peu près le même profil et les mêmes attributs et le même background. Donc, je pense qu'il y a moyen maintenant, dans une saine gestion, d'avoir plus de diversité pour justement refléter la société, puis aussi pour pouvoir avoir une saine gouvernance, évidemment, mais pour pouvoir offrir un produit qui réponde plus aux aspirations de la population. Alors, c'est dans ce sens-là que je parlais de sclérose, qui était peut-être un petit peu fort. Oui. Vous parlez de diversité. Vous proposez aussi que le conseil d'administration de la Ligue compte plus de femmes. Actuellement, il y a seulement une femme sur 18 au sein du conseil d'administration de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à des progrès de la part de la Ligue, vous pensez? Je pense que oui. J'ai eu la chance de rencontrer le nouveau commissaire, M. Cecchini, qui a quand même passé aussi assez éloquent puis dans la gestion, puis qui a amené des choses intéressantes, mais qui a une grande ouverture. J'ai eu la chance aussi de rencontrer quelques gouverneurs, donc qui ont aussi, je pense, ce désir de vouloir progresser puis de vouloir faire évoluer les choses. Maintenant, c'est sûr qu'en amenant une diversité de compétences puis d'aptitudes, je pense que ça va juste servir la Ligue, parce que ce soit dans leur notion évidemment de sécurité, parce que c'est le premier enjeu qui nous concerne puis qui nous préoccupe, c'est de vraiment s'assurer que nos joueurs soient en sécurité. Mais au-delà de ça, je pense que dans une gouvernance, dans un produit qui veut se développer, se démarquer, je pense qu'il faut avoir des compétences en finance, en ressources humaines, en marketing et tout ça. Donc, ils ont tout avantage à se diversifier, justement. Oui, parce qu'il faut dire que l'ancien commissaire, Gilles Courteau, a quand même remis sa démission au mois de mars dans la foulée de ce scandale. On suggère notamment un registre des plaintes.
Quelles sont les recommandations qui vous semblent les plus intéressantes, les plus susceptibles d'amener des changements dans ce qui a été proposé cette semaine? Oui, bien en fait, il y a plusieurs recommandations qui concernent la Ligue junior majeure du Québec, d'autres qui concernent les fédérations. Ce qui touche plus principalement le gouvernement, on parle entre autres de tout ce qui est prévention, sensibilisation. On parle de registre, de communication, des sanctions. On parle aussi de nommer quels sont les actes répréhensibles. Donc, de vraiment avoir une définition de ce qu'est un acte répréhensible. Donc, évidemment, on part sur des bases communes, puis je pense qu'on a plus de matériel pour pouvoir sévir par la suite, ou du moins de pouvoir faire de la sensibilisation puis de la prévention. On parle aussi de l'officier, parce que vous savez qu'au Québec, on a instauré l'officier indépendant des plaintes. On est d'ailleurs les premiers au Canada à l'avoir fait. Donc, un mécanisme ou un recours pour les athlètes ou pour toute personne qui est impliquée dans le sport puis qui est témoin ou victime d'un acte de violence ou d'intimidation ou d'harcèlement. Donc, un mécanisme pour pouvoir porter plainte. Alors, à ce niveau-là, évidemment, il y a des améliorations qu'on peut faire et une des recommandations était que l'officier indépendant des plaintes soit incarné par une personne. Parce que là, maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui est nommé l'officier indépendant des plaintes, mais il y a des ressources qui sont là pour pouvoir incarner ce rôle-là. Donc, ça, c'est une recommandation qu'on est en train d'analyser. Puis, il faut dire aussi que avant que cette commission-là soit lancée, j'étais déjà au travail à m'assurer que le mécanisme qu'on a lancé il y a 2 ans était le meilleur possible, donc évidemment est perfectible. Donc c'est pour ça qu'on a commencé déjà les travaux. Mais à la lumière de ce qui a été nommé dans ce rapport-là, bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles on va se pencher plus directement. Donc, par exemple, est-ce que ça devra être incarné par une personne spécifiquement? Ouais. Le cas de registre aussi des sanctions, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour voir si effectivement c'est une possibilité, une avenue et comment ça pourrait se faire évidemment en préservant les droits de tous et chacun. Alors, ce sont des choses là, sur lesquelles on travaille. Oui. Et pour revenir justement sur le rapport qui a été déposé mardi sur les 23 recommandations, il y en a 10 qui visent directement la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Mais vous, au gouvernement, bon, vous l'avez dit cette semaine, vous n'avez pas vraiment de moyens d'imposer une réforme à la Ligue, pas de moyens financiers non plus, puisque vous ne donnez pas de financement à la Ligue. Est-ce que vous espérez vraiment des changements? Quelles sont vos attentes, en fait, par rapport à la Ligue de hockey junior majeure du Québec? Oui, bien, en fait, effectivement, on n'a pas de moyens de levier financier. Par contre, comme je vous disais tantôt, ils sont dans un esprit d'ouverture. Puis il faut se rappeler aussi, l'origine de cette commission-là était un recours collectif qui avait été déposé en Ontario, qui n'a pas été accepté parce que bon, le recours touchait la Ligue canadienne de hockey, la Ligue junior majeure du Québec et différentes ligues. Donc, les instances de l'Ontario ont dit que ça n'était pas applicable compte tenu de la juridiction puis, bon, comment ça fonctionne, là, les systèmes juridiques dans chaque province. Mais le recours collectif était basé sur des actes qui dataient des années 76 à 2014, donc des actes du passé. Maintenant, on sait qu'il y a des choses qui ont été mises en place depuis ce temps, notamment par la Ligue junior majeure du Québec. Et je pense que l'objectif de cette commission était vraiment d'aller valider si les mécanismes qu'on a mis en place sont les bons, puis comment on pourrait les perfectionner. Alors, la Ligue junior majeure du Québec avait déjà fait vraiment des avancées, que ce soit dans les initiations problématiques ou le bizutage comme le bon terme employé. Donc, il y avait déjà une interdiction de le faire, mais évidemment, probablement que ça se faisait encore de façon peut-être marginale, mais que ça se faisait encore. Donc, et d'autres mécanismes. Ils avaient aussi une façon de porter plainte pour des recours pour les athlètes, mais ça aussi, on souhaite qu'ils soient plus indépendants, donc que les athlètes puissent de meilleure façon et avoir l'impression d'avoir vraiment un mécanisme indépendant où ils se sentent à l'aise de porter plainte. Alors, je pense, et en fait, j'en suis convaincue que la Ligue junior majeure du Québec veut le bien de leurs athlètes. Ils veulent qu'ils puissent évoluer dans un milieu sain et sécuritaire. Alors, je pense qu'ils vont
faire les choses nécessaires pour que ça arrive. Oui, la Ligue qui s'est donné quelques semaines pour répondre au rapport. Isabelle Charret, je rappelle que vous êtes ministre responsable du sport au Québec. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Ça me fait plaisir. La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, lance un cri d'alarme pour dénoncer de graves lacunes dans les services de protection à l'enfance au Nunavut. Absence de suivi des enfants, services inadéquats, il y a même des situations qui sont jugées dangereuses. En fait, son nouveau rapport est accablant. J'en discute avec Karen Hogan, qui est avec moi en studio. Bonsoir, Madame Hogan. Bonsoir. Bon, parmi les nombreux problèmes que vous avez notés là-bas, il y a le suivi des enfants par le ministère des Services à la famille du Nunavut. En fait, dans certains cas, vous rapportez qu'il n'y a pas eu de ce suivi pendant 39 mois. Comment est-ce que c'est possible? C'est exactement une question qu'on se posait quand on a commencé le DI. Et c'est pour ça qu'au début, quand on a vu nos constatations préliminaires, qu'on a décidé d'informer le ministère des Services aux familles qu'il devait prendre l'action immédiate. Il y avait un manque de preuves ou d'évidence dans les dossiers, qu'il y avait un suivi qui est requis à tous les mois avec les enfants. Je pense que les causes profondes, il y en a plusieurs. Ils sont vraiment interreliés. Mais c'est du financement, c'est du personnel, c'est un manque vraiment de système de données parce qu'ils ne sont pas au courant de tous les enfants sous leur charge. Et bien sûr, ça touche surtout les enfants autochtones. Oui, mais la plupart, je pense que c'est environ 80-85% de la population à Nunavut qui sont Inuits. Mais c'est les enfants à travers le territoire. Est-ce que les familles d'accueil vous semblent bien choisies au départ? Alors, on a regardé plusieurs aspects, puis on a vraiment trouvé des échecs dans tous les domaines qu'on a regardés, mais un des domaines était les foyers d'accueil. Que ce soit un foyer d'accueil au territoire ou un foyer d'accueil hors territoire. Il y avait des étapes très importantes qui avaient été manquées. Par exemple, pas de suivi mensuel qui sont requis, mais aussi pas d'investigation ou d'enquête pour s'assurer que les dossiers judiciaires des adultes qui habitaient dans les foyers avaient été examinés. Alors, c'est vraiment des lacunes importantes qui devraient être adressées. Ça veut dire que des enfants sont placés dans des milieux qui ne sont pas sécuritaires, finalement. Enlever un enfant de leur maison pour le remettre dans un foyer d'accueil est censé améliorer leur qualité de vie, les assurer une protection, qu'ils soient dans une situation qui est saine et sécuritaire. Et sans ces vérifications-là, il y a un risque que, oui, le foyer d'accueil n'est pas aussi accueillant qu'il devrait être. Ouais, vous parlez dans votre rapport de services inadéquats. Jusqu'à quel point c'est une mauvaise gestion des dossiers au Nunavut? À mon avis, ça a débuté avec une mauvaise gestion de dossier. Il y a vraiment un manque d'informations, manque de preuves qu'un suivi a été fait. Mais quand on voit des lacunes aussi graves dans tous les domaines qu'on a vérifiés, c'est pas une gestion de dossier. Maintenant, c'est vraiment un manque du ministère de faire son devoir, de s'assurer de la protection des enfants, aussi l'appui nécessaire pour les familles et la communauté. Oui, parce que vous dites que la gestion est tellement problématique que le Nunavut n'a même pas été capable de vous fournir le nombre exact d'enfants qui sont placés. Comment est-ce possible? Mais c'est exactement ça. Une des constatations qu'on a eues, le ministère n'est pas au courant de tous les enfants dans leur charge. Et c'est pour plusieurs raisons. Chaque collectivité a vraiment une gestion de dossiers différents. Des fois, c'est par papier, des fois, c'est des clés USB, des fois, c'est sur un ordinateur, mais il n'y a pas de dossier central. Et alors, le ministère n'est pas en mesure de nous dire combien d'enfants qui sont sur leur charge. Une fois que tu ne connais pas le fardeau de travail, tu n'es pas en mesure de s'assurer un bon financement, une bonne affectation, le charge de travail pour les travailleurs et travailleuses de services sociaux. Et alors, vraiment, il y a juste le charge de travail trop pour assurer un bon suivi. Parce qu'on se demande jusqu'à quel point ça a été compliqué pour vous, finalement, de faire votre enquête quand on n'est pas capable de vous fournir des données préliminaires comme ça, essentielles comme ça.
Mais c'est pour ça, au début, quand on ne voyait pas de l'information qu'on s'attendait, qui était vraiment de l'information de base qui serait dans les dossiers, on écrit 2 lettres au sous-ministre du ministère pour demander une action immédiate. Ils ont fait un suivi quelques mois plus tard et on n'était pas satisfait avec leur réponse. Et c'est pour cela qu'on a décidé qu'une approche différente était vraiment nécessaire, de ne pas émettre de recommandations, mais de vraiment avoir un appel au gouvernement pour une différente approche, une approche collaborative avec les ministères, les organisations inuites, ainsi que les communautés, pour vraiment avoir de l'action concrète immédiate pour changer la situation pour certains enfants. Bon, il faut dire que c'est pas la première fois qu'on rapporte des problèmes systémiques au ministère des Services à la famille de Nunavut. Votre bureau a déposé déjà 2 rapports d'audit dans le passé, un en 2011, un autre en 2014. Qu'est-ce que ça va prendre, selon vous, pour faire changer les choses? En effet, c'est la 3e fois qu'on regarde les mêmes dossiers. On a émis des recommandations en 2011 et des recommandations en 2014, un engagement par le ministère, mais on n'a vraiment pas vu d'amélioration. En effet, la situation est plus grave. À mon avis, c'est une approche très différente. Comme j'ai mentionné, une approche collaborative qui est de besoin, pas juste un autre plan d'action. Si je pourrais faire une comparaison à l'approche que le territoire a faite pour les vaccinations pour COVID-19, on a vraiment vu une collaboration entre le gouvernement, les communautés et les organisations inuites pour protéger tous les individus de Nunavut qui voulaient être vaccinés. C'est cette approche-là, cette collaboration-là, pour adresser une crise aussi importante que COVID-19, mais une crise que ça fait plusieurs années qui existe. Oui, parce que quand même, je reviens sur les rapports qui ont été faits en 2011 et en 2014. Qu'est-ce qui fait que les choses n'ont pas bougé au moment de ces constatations-là, parce que c'était quand même déjà accablant? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas bougé, ça n'a pas avancé? J'aimerais être en mesure de répondre à cette question-là et je ne sais pas pourquoi. Je pense que plusieurs des causes profondes sont tellement interreliées que du progrès sur un dossier n'est pas assez. Et c'est pour cela que je recommande une approche vraiment plus collaborative. C'est pas d'autres recommandations adressées à un ministère qui va changer la situation. Une amélioration va venir quand le gouvernement s'assoit ensemble, les ministères s'assoient ensemble, qu'ils collaborent avec les communautés et les organisations inuites pour trouver une approche différente. Il y a des enfants qui attendent, comme vous avez mentionné, des mois et des années pour l'appui qu'ils ont besoin, des familles qui ont besoin de cet appui, et c'est le temps que la situation s'améliore. Vous êtes vous-même mère de famille, Mme Hogan. Est-ce qu'il y a des situations d'enfants qui vous ont particulièrement bouleversée? Je sais que plusieurs de nos auditeurs ont eu beaucoup de difficultés quand ils ont lu les dossiers. Et pour moi, comme maman de 2, au début, j'étais très triste de lire des situations. Puis après, j'étais fâchée. Comment qu'après, depuis 2011, qu'il n'y a pas eu d'action quand il y avait une reddition de comptes qui était nécessaire, un engagement pour faire de mieux et que cela ne s'est pas produit. Et alors, c'est pour ça que c'est vraiment, je pense que tout le territoire qui doit reconnaître qu'une façon différente est de besoin, parce que le ministère qui est responsable pour protéger les enfants et appuyer les familles a manqué son devoir. Oui, on va souhaiter que cette fois-ci, c'est la bonne. Merci beaucoup, Mme Hogan. Merci. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 1er juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.